Alors, parler de l'éducation pendant qu'on parle de réconciliation, ça peut paraître bizarre, mais en réalité, une nation se bâtit sur le système éducatif. Les grandes nations se sont bâties à partir de l'instruction. C'est pour ça que l'école occupe une place importante dans une nation. Concernant la Côte d'Ivoire, avant de parler de la situation actuelle, je vais faire un bref aperçu de l'évolution de notre système. Le premier président de la Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny, en a fait un élément central de sa politique. C'est pour ça que dès les premières heures de l'indépendance, il a envoyé des écoliers, pas des bacheliers, des écoliers ivoiriens en France pour étudier. C'était un contingent de 146 écoliers, dont 13 femmes, qui sont venus, qui ont fait le lycée ici. Donc c'était important pour Houphouët-Boigny. C'était tellement important qu'en 1976, il a pris un décret spécial pour les enseignants, parce que pour lui, la formation était tellement importante qu'il fallait mettre les enseignants, les éducateurs dans les conditions, dans de bonnes conditions pour faire le travail qu'ils avaient à faire. D'autant plus que notre défi, c'était de remplacer l'administration coloniale qui nous gérait alors. Donc en 1976, il a pris un décret qu'on a appelé décret de décrochage, pour augmenter spécialement le corps des enseignants, pour augmenter le salaire des enseignants, pour attirer en fait des Ivoiriens dans le domaine de l'enseignement. Ensuite, dans la période de 80 à 2000, évidemment, à partir de 80, on a eu des difficultés économiques. Donc, les moyens faisaient défaut. Et ceux qui devaient nous aider, nos amis du Nord, donc les pays occidentaux, ont posé comme condition pour nous aider de réduire la part qui revenait au financement de l'éducation. Ce qui revenait en fait à tuer en quelque sorte nos pays. Parce que si on ne forme plus les gens dans de bonnes conditions, on ne construit pas un pays. Et la situation va se dégrader davantage quand un certain Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir en 1991 en tant que Premier ministre. C'est lui qui a initié le décret qui raccrochait ceux qui avaient été décrochés. Alors simplement, je vous explique, c'est-à-dire qu'à partir d'octobre 1991, si vous êtes enseignant, professeur en physique ou en maths, recruté dans les mêmes conditions, celui qui est donc recruté à partir de 91 touche la moitié de votre salaire pour le même travail, ce qui était injuste et démotivant à la fois. Et donc, le système éducatif a commencé à être perturbé à partir de ce moment-là, parce que c'était des revendications sociales qui sont devenues ensuite politiques vers les années 90. Évidemment, ça a eu des conséquences sur la qualité de la formation. Mais dès lors que le métier d'enseignant n'attirait plus les gens, évidemment, tout pouvait se passer. Avant de revenir à cela, je voulais quand même rappeler que la politique d'Houphouët-Boigny a permis de former les meilleurs cadres de l'Afrique en Côte d'Ivoire. Notre faculté de médecine accueillait tous les étudiants de l'Afrique, en dehors de l'Afrique du Sud, peut-être depuis des pays maghrébins. D'ailleurs, autour de cette table, vous verrez qu'il y a des fruits de cette politique d'Houphouët-Boigny, de former des cadres compétents. Il y a mes aînés, les ministres d'Anon Guégué, qui sont là pour témoigner, le ministre Pierre Kipré est là, le Dr Issa Malik. Nous avons bénéficié de cette politique-là. Malheureusement, à partir de 90, donc, comme je disais, tout ça est tombé à l'eau parce qu'on
on nous demandait de diminuer la masse salariale. Donc, je me souviens très bien, quand on a rencontré le Premier ministre Alassane Ouattara en son temps, parce que le Sinaret était en grève, il nous a dit ceci, si vous pouvez faire 100 heures, vous pouvez faire 200 heures. C'est-à-dire pour le même salaire. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'abord, la période 2000-2010. Quand le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a eu une rébellion. Mais malgré cette rébellion, le président Laurent Gbagbo a pris quand même des réformes emblématiques et capitales pour le système. D'abord, il a abrogé le décret qui raccrochait les enseignants. Deuxième chose, c'est lui qui a instauré l'école obligatoire et gratuite pour que la vocation sociale de l'école soit préservée. Naturellement, avec la crise qu'on a connue depuis 2002, beaucoup de choses se sont passées. Les universités particulièrement ont souffert. Dès 2002, l'université de Bouaké a été attaquée à coups d'obus. Ensuite, en 2010, c'est les universités d'Abidjan qui ont été attaquées. Alors, il y a quelque chose de curieux, mais peut-être que ça explique cela. Quand ils attaquaient les universités, c'était essentiellement la scolarité et le service informatique. On va certainement chercher l'erreur, je ne sais pas à quoi c'est dû. Il y a certainement une raison. Mais en réalité, on avait décidé, ils ont décidé de détruire ce qui faisait la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ceux qui pouvaient réfléchir pour développer la Côte d'Ivoire. Et j'aime bien, je m'excuse pour ceux qui ne sont pas chrétiens, mais j'aime bien ce verset biblique qui dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est dans le livre d'Osée. Et c'est ce que nos ennemis ont décidé de faire en nous empêchant d'avoir la connaissance. Et vous allez comprendre. Donc, aujourd'hui, on est dans quel système? Naturellement, le pouvoir est arrivé pour faire l'émergence. Moi, je ne sais pas ce que ça signifie. Je n'ai jamais voulu prononcer ce mot, mais je le prononce quand même. Mais ce que je veux dire, l'école est malade. L'école de Côte d'Ivoire est malade. Évidemment, la réconciliation, c'est en fait écrire un nouveau contrat social. Mais ce contrat-là, on ne peut pas le faire sans revoir de fond en comble notre système éducatif. Et il faut que les Ivoiriens s'impliquent, parce qu'on voit ça de loin, mais c'est difficile, c'est grave. C'est grave, je disais tout à l'heure au ministre Danon Diédié que j'ai lu récemment dans la presse que il y a un livre, ils appellent ça le livre quotidien pour le CP1 et CP2, qui a été édité par le ministère de l'Éducation nationale, où il y a des fautes. Où il y a des fautes. Attendez, j'ai noté ça. J'ai noté ça. Ouais, il faut que je lise, parce que pour que vous compreniez que c'est sérieux. Hein. Voilà des fautes, par exemple. Un truelle, un gazelle, suis-je ton maîtresse? Ça, c'est dans le livre pour former des gens. Donc, on a aujourd'hui une qualité douteuse. Et puis, il y a quelque chose que je voulais vous signaler, peut-être que vous ne le savez pas, mais quand j'étais secrétaire général pendant 10 ans, en 2002, quand il y a eu la crise, quand le président Laurent Gbagbo a dû faire rentrer dans son gouvernement les rebelles, ils avaient le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais je vous dis qu'on a orienté, sinon on a inscrit de force des combattants de la rébellion. C'était plus de 2000. Je suis sûr que ce n'était pas pour venir à l'école. Ce n'était pas pour venir à l'école. Ça veut dire que notre système est gangréné. Alors, ce système-là, ce n'est pas nous qui le disons, hein. L'AFD, l'Agence française de développement, l'a signalé, la Banque mondiale l'a signalé. C'est un système dont la qualité est à désirer, reste à désirer. C'est également un système inégalitaire. Je vais vous donner quelques exemples. Avant cela, on nous dit l'État ne peut plus supporter tout, donc on a le privé. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans le privé? Dans les établissements privés, l'État affecte des élèves et des étudiants. Et l'État subventionne. Mais en réalité, ce qu'on affecte là, c'est généralement les gens qui ont les moyens. C'est les gens qui ont les moyens qu'on affecte dans les grandes écoles et l'État subventionne.
Je vais vous donner quelques chiffres. Par exemple, il y a 2% des étudiants inscrits dans les établissements privés et 7% des étudiants inscrits dans les établissements publics qui proviennent des pauvres. Le reste, là, ça dit qu'ils se construisent des écoles, ils se construisent des universités privées et puis ils envoient leurs enfants qui sont en plus subventionnés. Donc, c'est un système complètement inégalitaire. Concernant l'insertion des diplômés, naturellement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises privées en Côte d'Ivoire. C'est les multinationales qui existent. Mais là encore, naturellement, c'est les enfants des riches qui vont avoir du travail. Aujourd'hui, il sort généralement 39 000 étudiants de l'enseignement supérieur chaque année, en gros, en moyenne. Mais là-dessus, il y a 5 856 postes qui s'ouvrent pour 39 000. Et naturellement, vous verrez des étudiants qui ont la maîtrise qui aujourd'hui font des cabines téléphoniques. Je ne vous apprends rien. Pour un pays qui est en voie de développement, qui a donc besoin de ressources humaines, alors, ceci étant dit, quels sont les défis? Parce que, comme je le dis, quand on va se réconcilier, il faudra qu'on parle de l'école. Si on ne se réconcilie pas autour de l'école, on n'aura rien fait pour notre pays. On n'aura rien fait pour notre pays. Les défis sont les suivants. C'est vrai, il y a le défi de l'unité nationale, mais pour avoir l'unité, il faut qu'on forme nos enfants dans l'esprit de la paix, de la concorde, de la coexistence. Il faut qu'on les forme. Ensuite, il faut que la démocratie devienne une réalité. Parce que jusque-là, c'est vrai qu'on s'est battu, on a eu le multipartisme, c'est vrai. D'ailleurs, il y en a tellement, il y a des partis qui sont en train de se créer. Hier, j'ai un ami qui me disait qu'il est représentant de son parti en France. J'ai demandé le président de son parti, il ne m'a pas encore donné le nom. Bon, j'espère que ça va venir. Mais je veux dire, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est une façon de vivre ensemble. Comment on fait? Même au sein des partis, quelquefois, bon, je ne vais pas faire de dessin, mais la démocratie reste à apprendre. Mais ça aussi, on peut l'apprendre à l'école. On doit l'apprendre à l'école. Il faut qu'on forme les gens. Ici, là, quand vous voyez un plombier, vous ne pouvez pas faire de plomberie si vous n'avez pas le diplôme. Hein. Ce n'est pas une affaire de j'ai le bac ou la licence, mais il faut que tu fasses la formation de plombier. Ça veut dire que tout s'apprend à l'école. Ensuite, il y a le défi de la promotion de l'homme. On a parlé de droits de l'homme. Il faut qu'on enseigne cela aussi aux gens. Il faut qu'on enseigne aux gens à l'école. C'est les enseignants qui forment, qui modèlent les gens. Et si ceux-là n'ont pas de qualité, c'est difficile. J'ai écouté le ministre Bléou Matin la dernière fois. Même dans l'enseignement supérieur aujourd'hui, mais il y a des lettres que vous lisez de certains collègues, entre guillemets, mais vous vous demandez par où ils sont passés pour arriver là. Alors donc, comment est-ce que l'école peut contribuer au processus de réconciliation? C'est vrai que l'école ne va pas réconcilier les gens en tant que tels, mais autour de l'école, on peut se réconcilier. Parce que l'école, c'est un moyen de formation de la nation et de la citoyenneté. Ensuite, l'école donne un fondement éthique aussi à la formation. Parce que c'est à l'école qu'on apprend certaines choses. Et ensuite, c'est l'école qui donne les moyens à chaque citoyen de s'insérer dans la société. On n'est pas obligé d'être tous fonctionnaires, mais quand il y a une formation consistante, tu peux t'insérer, tu peux t'intégrer dans la vie socio-économique de ton pays. Donc, ce processus de réconciliation est l'occasion pour nous de parler. De parler des sujets économiques, mais de parler de la formation, de notre système éducatif, pour qu'on puisse également prendre nos richesses, je dirais culturelles. Parce que c'est vrai, on a appris, comme on dit à l'école des Blancs, mais on a des valeurs qu'on peut enseigner aussi à nos élèves, à nos étudiants, pour qu'ils puissent cohabiter, pour qu'ils sachent qu'on n'est pas obligé d'être du même parti, pour qu'ils sachent qu'une élection, là, tu peux choisir quelqu'un qui n'est pas du même groupe ethnique que toi. Mais tout ça, on a fait la veille de cerveau à des gens qui ne sont pas formés en réalité. Vous avez vu quand il y a eu la rébellion, quand M. Ouattara a pris le pouvoir, les policiers qu'on avait,
Mais c'est grave. C'est-à-dire, vous arrivez dans un commissariat, le commissaire a son pied sur la table. Quand tu arrives pour un problème, lui, c'est pas lui, il appelle celui qui est en réalité le vrai policier. Il lui dit, bon, c'est toi qui connais le papier, il faut écrire. Lui, il est commissaire. Dans une république, la République de Côte d'Ivoire, la République que Houphouët-Boigny a fondée. C'est inadmissible. Donc, on a besoin de former les gens. On a besoin de leur apprendre les choses. Et l'école doit revenir au centre de ce contrat social-là. Donc, brièvement, c'est un plaidoyer pour que, dans nos discussions, on puisse se dire quelle école nous voulons pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Parce que, de toutes les façons, on est obligé de se réconcilier. Comme disait Martin Luther King, que je paraphrase, soit on apprend à vivre ensemble, soit on meurt tous idiots, quoi. Parce que de vengeance en vengeance, il ne restera plus personne. Or, nous avons besoin de laisser un héritage pour nos enfants. Nous avons besoin d'être un exemple pour notre génération et celle qui nous suit. Aujourd'hui, on a beaucoup je suis content, heureux de voir des jeunes Ivoiriens qui sont bien formés, qui sont tous ici. Quand tu demandes, tu rentres, ah non, la situation n'est pas... Je dis, mais il faut que tu nous aides aussi. Parce que c'est notre pays de toutes les façons. Alors pour conclure, je voudrais, et je ne l'ai pas fait au début, je voulais remercier sincèrement les parlementaires français. Et je suis particulièrement touché par la présence d'une parlementaire de la majorité présidentielle. Et comme la représentante l'a dit tout à l'heure, nous avons souhaité parler au peuple français. Parce que depuis que nous nous battons, c'est vrai, nous sommes dans la rue. Nous nous adressons peut-être aux politiques, mais il faut que le peuple français sache ce que nous vivons. C'est pour ça que cette première rencontre est la bienvenue. Donc c'est en même temps un message que je lance au président Macron. La Côte d'Ivoire et la France ont leur destin lié. Parce que, et je me plais à le dire à certains Français, c'est-à-dire que d'ici 10 ans, là, si vous ne faites rien, peut-être que vous serez pire que la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes liés. Et si nous coulons, comme dit le président Gbagbo, si la Côte d'Ivoire tombe, la France va tomber. C'est peut-être, ça peut paraître utopique, mais c'est la vérité. Parce que nous sommes liés par beaucoup de choses. Et vous devez nous aider à sortir de cette situation. C'est vrai, le Parti communiste, par son amitié, par son engagement, nous aide à parler, mais nous voulons aussi nous adresser à la majorité. Parce que c'est la continuité du service. C'est peut-être pas le président Macron qui a causé la situation, mais le président Macron doit faire quelque chose. Dans sa génération, ils veulent faire les choses autrement. Et nous sommes d'accord avec. Il faut que les relations entre l'Afrique et la France changent. Parce que si on ne s'entend pas, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les Ivoiriens entre eux, ben nous mourrons tous. Hein? C'est vrai, je ne fais pas l'apologie du djihadisme ou des terroristes, mais vous savez, à un moment donné, et je vous assure, la génération qui nous suit est très sévère, est plus dure que nous. Nous, on accepte de négocier. Et je pense que c'est une chance qu'on donne au peuple français, au gouvernement français, pour qu'on discute, pour qu'on s'entende, parce qu'on a les intérêts communs. C'est vraiment le message que je voulais que vous transmettiez humblement au président Macron. Et je serais heureux même qu'on soit reçu peut-être un jour à la présidence de la République française. Voilà, en tout cas, c'est mon souhait. Et je compte sur les Ivoiriens pour qu'on se discute. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de notre pays. Notre pays est en train de nous échapper. Merci. Ne regardons pas ça de loin. Merci beaucoup.